Bonjour, je me présente, Michel Barré, entraîneur d'échecs au Québec. Voici cours d'échecs 101. Je vais faire une série de vidéos sur les principes de base aux échecs et je vais utiliser les parties des meilleurs joueurs au monde ou bien ceux qui ont été champions du monde. Et je vais commencer par Paul Morphy. J'aimerais vous le présenter immédiatement. Qui est Paul Morphy? C'est un joueur américain qui est né en 1837 et mort en 1884. Déjà à 12 ans, c'était le meilleur joueur de sa ville en Nouvelle-Orléans aux États-Unis. À 19 ans, il obtient son diplôme en droit et comme il ne pouvait pas pratiquer avant l'âge de 21 ans, il a décidé de consacrer tout son temps au domaine des échecs. Et à 20 ans, déjà, il était champion des États-Unis. Et par la suite, il a voyagé à travers le monde, surtout en Europe, à Paris. Il a été nommé, rencontrer les meilleurs joueurs. Il était le champion du monde, mais non officiel, en 1858 à l'âge de 21 ans. Pratiquement en 2 ans et demi, Paul Morphy a joué 227 parties et gagné 87% de victoires. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle vraiment un génie des échecs. C'est lui le meilleur joueur d'échecs américain. Et par la suite, il y a eu Bobby Fischer plus tard. Mais Paul Morphy est vraiment un joueur extraordinaire. Si on parle en 1837, pratiquement aucun livre d'échecs, aucun logiciel d'échecs. Donc, vraiment, il était un innovateur. Et déjà là, il a écrit quelques principes. Toute sa stratégie de Morphy, si vous regardez plusieurs de ses parties, c'est un joueur d'attaquant. Et pour attaquer, il y a 3 choses qui sont importantes. Toujours le développement rapide des pièces, jouer en fonction du centre et ouvrir les lignes de jeu, naturellement pour les tours et pour les fous. Donc, on va regarder tantôt un peu plus tard une partie de Morphy. Vous allez voir qu'on va revenir sur comment il développe ses pièces rapidement et toujours le centre et les lignes de jeu, comment ils sont ouverts. Donc, aux échecs, une chose que je voudrais que vous reteniez un peu dans les principes de base, c'est que durant une partie, vous devez avoir en tête toujours les 4 principes suivants. L'activité de vos pièces, c'est-à-dire que vos pièces doivent être actives, contrôler le maximum de cases et toujours jouer la pièce la moins active. Donc, c'est un principe de base on prend la pièce la moins active et on l'active pour que servir de toutes de ces pièces pour pouvoir attaquer son adversaire. Et vous allez voir dans l'exemple que Morphy va le faire avec grand plaisir. Et quatrièmement, attaquer constamment. Donc, celui qui a l'initiative, c'est celui qui attaque. Et quand tu attaques, c'est toi qui as vraiment le contrôle sur la partie. Ton adversaire fait juste se défendre. Et quelqu'un qui se défend, bien souvent, c'est très difficile et on commet des erreurs en défensive. Si on regarde vraiment dans les principes de base, comme c'est le premier vidéo que je fais dans cette série-là, dont les objectifs à atteindre pour l'ouverture, c'est le développement des pièces en fonction du centre, faire le roc, la sécurité du roi, et faire la liaison entre les tours. Donc, faut vraiment développer les pièces rapidement. Hein, on essaie de toujours dire aux jeunes qui commencent, mets ton roi en sécurité roc, et fais la liaison le plus vite possible, et prends possession des colonnes vite avec tes tours. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'ouverture. Ça, on y va maintenant pour le milieu de partie. C'est quoi les objectifs de milieu de partie? Il faut trouver une cible à attaquer, trouver une façon d'attaquer cette cible avec nos pièces. Et naturellement, c'est quoi une cible? Une cible, c'est une faiblesse dans le jeu de l'adversaire. Quand on voit des faiblesses, c'est là qu'il faut attaquer le plus vite possible. Et naturellement, notre plan, on l'écrit en fonction justement des faiblesses de l'adversaire, qu'on a créé des faiblesses et il faut les exploiter, les faiblesses. En finale, donc les points à retenir vite, il faut attaquer les pions faibles. Donc, il faut attaquer la structure de pions. Il y a moins de pièces, ça ne donne rien de courir après les pièces bougent trop rapidement, les pions, ils sont stables, ils sont là, donc il faut les attaquer. Notre stratégie à nous, c'est de créer un pion passé, et un coup qu'on a notre pion passé, il faut l'avancer pour la promouvoir, aller chercher une dame pour pouvoir gagner la partie. Et parmi les 2 principes suivants, donc c'est quelque chose qu'il faut retenir dans les finales, toujours mettre cette tour derrière le pion passé, peu importe la couleur du pion. Quand c'est mon pion qui est passé, ma tour est derrière le pion. Si c'est mon adversaire qui a un pion passé, faut que je mette ma tour en arrière de son pion passé. Donc, c'est toujours le même principe. La tour, peu importe la couleur du pion, en arrière. Donc, si vous retenez juste ça, déjà là, vous allez avoir un peu plus de victoire dans vos parties. Et naturellement, en finale, le roi, c'est une pièce qui est active. Le roi doit participer à la finale pour essayer d'avancer le roi vers le centre. Vous allez voir, si vous regardez beaucoup de parties, vous allez voir que le roi est très actif quand on arrive en finale. Donc, pour réfléchir comme un grand maître, donc les questions qu'il faut se poser, donc il y a juste une question fondamentale qu'il faut se poser après chaque coup joué.
vous devez vous poser la question suivante. Pourquoi a-t-il joué ce coup? Pourquoi a-t-il joué ce coup? C'est quoi son plan? Il menace quoi? Donc, déjà là, si à chaque fois que votre adversaire joue un coup, tu te poses la question, pourquoi a-t-il joué ce coup? Déjà là, ça vous permettre d'éviter de donner des pièces, de donner des pions, parce qu'au moins, vous allez prendre le temps de poser cette question-là. Pourquoi a-t-il joué ce coup? Si on regarde, naturellement, les autres petits conseils que je peux vous donner qui vont revenir constamment dans les vidéos, réfléchir comme un grand-maître, ça veut dire, après chacun des coups, autant du côté des noirs que des blancs, ça veut dire autant pour toi que pour ton adversaire, faut regarder quels sont, est-ce qu'il y a des échecs possibles, toutes les captures possibles, ça permet de voir, quand tu vois des captures, faut que tu les joues, ça te permet vraiment de voir s'il y a des combinaisons possibles, s'il y a des pièces que l'on peut éliminer, etc. Donc, faut vraiment regarder toutes les captures, tous les échanges possibles. Regardez maintenant toujours les menaces. Mon adversaire, il menace quoi? Puis moi, je menace quoi comme attaque? Et trouver toujours la conséquence du dernier coup joué. À chaque fois, il y a toujours deux côtés de médaille. Quand votre adversaire bouge un pion, bouge une pièce, c'est toujours une conséquence, parce que la pièce peut-être a défendu une autre pièce, peut-être qu'elle protégeait un pion. Donc, quand on la bouge, le défenseur se trouve à s'enlever. Et dans ce temps-là, on fait des erreurs de cette façon-là. On voit la pièce, et quand on l'enlève, je joue bien en bougeant mon cavalier, je protège plus tel pion, et là, je me suis fait faire une fourchette. Donc, c'est bien important de regarder là, la conséquence du dernier coup joué. Donc, l'exemple de partie, c'est une partie de Paul Morphy contre le duc de Brunswick et le comte de Isoire en 1858. Parce que c'est en 1858 que Morphy a traversé l'Atlantique pour aller affronter les grands maîtres qu'il y avait en Europe. Puis ils ont tous battus, y compris Anderson dans le match qui est organisé avec lui. Mais la partie la plus célèbre de Morphy fut jouée non pas dans un match officiel, mais curieusement dans une loge de l'Opéra de Paris pendant la représentation du Barbier de Séville de Rossini. Morphy battit les deux nobles qui jouaient contre lui en se consultant. Voici la partie de Paul Morphy contre ses deux adversaires, le duc et le comte. Donc Morphy commence par E4, E5 qui est tout à fait le normal, on joue en fonction du centre, cavalier F3, on développe une pièce et on attaque qu'est-ce qui est non protégé, donc principe de base. D6, dont c'est la défense filidaire, et tout de suite, Morphy, il le dit dans ses principes, il faut jouer en fonction du centre. Tout de suite, contre-attaque avec D4. Donc, on met de la pression sur la case E5, et les Noirs font tout de suite une première petite erreur, jouent le fou en G4. Ceux qui connaissent la défense filidaire aujourd'hui dans les temps modernes, ils savent que le meilleur coup, c'est pion prend pion. Hein? Puis le pion E prend le pion en D4. Cavalier prend D4. Cavalier F6 suivi de cavalier C3, fou E7, fou C4. On développe petit roc et petit roc. Donc voici le développement normal, la variante principale de la défense filidaire. Mais les deux comtes jouent fou G4, se consul, et tout de suite, quand Morphy décide d'échanger, pion prend pion, les Noirs ont pas le choix d'échanger le fou pour le cavalier parce que s'ils jouent D prend un 5, mais naturellement, les Blancs vont jouer Dame prend D8, Roi prend D8, cavalier prend un 5, et les Blancs viennent gagner un pion directement dans l'ouverture. Donc, on veut éviter ça. Donc, le duc et le comte ont vu cette menace-là, donc on joue tout simplement le fou prend F3, et les Blancs décident de prendre le fou avec la dame, dame prend F3, et la partie continue avec D prend un 5. Donc, on continue la partie. Morphy, il le dit, faut développer ses pièces rudimentaires. Et en même temps, il faut attaquer. Donc, fou C4, mettre de la pression sur la case F7. Les Noirs jouent cavalier F6. Et là, on s'aperçoit que la case F7 et le pion B7 est non protégé. La case F7 est seulement défendue par le roi. Donc, immédiatement, Morphy joue dame B3, met de la pression sur le pion F7 et met de la pression sur le pion en B7 qui est non protégé. Les Noirs, il dit, mais je vais perdre un des deux pions, donc j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer dame E7. Donc, pourquoi qu'il joue dame E7? C'est dans le but d'amener la dame à la case là, B4. Un coup que dame prend B7, dame B4, et on va changer simplement les dames. Et puis, les Noirs s'en tirent avec un pion de moins. Mais au moins, c'est pas si grave que ça. Mais Morphy, on le dit, il faut développer les pièces. Donc, on veut pas développer tout de suite, prendre le pion. Morphy il joue simplement cavalier C3. En jouant cavalier C3, il développe les pièces. Donc, c'est ça qui est le but de l'ouverture.
Et en même temps, ici, le cavalier menaçait le pion 1-4, donc défend ses pions et sort les pièces. C6, dont le comte et le duc protègent le pion B7 par la dame en jouant le pion C6. Et par la suite, Murphy développe une autre pièce et cloue le cavalier qui est en F6. Donc, il a joué fou G5. Donc, tout de suite, on peut remarquer, complètement, les blancs ont tous développé les pièces mineures. Les deux cavaliers, les deux fous sont déjà joués. Si on regarde maintenant les noirs, mais le fou en F8 ne peut pas sortir, il est prisonnier, et le cavalier n'est pas encore sorti. La case idéale pour le cavalier, c'est en C6, mais il ne peut pas parce que les noirs ont joué le pion en C7, C6 pour que la dame puisse protéger le pion. Donc, ici, les noirs font vraiment l'erreur un peu fatale, ils jouent B5 ils voulaient que Murphy retire son fou, enlever la menace sur le pion là, qui est en F7, et quand vous avez l'avantage au niveau du développement des pièces, donc les blancs ont toutes sorti les pièces et les noirs sont en retard de développement et vous avez l'avantage. Donc certains dans ce temps-là que c'est toujours bon de sacrifier, de garder le jeu actif. Donc que joue le meilleur coup? Cavalier prend B5 et le comte et le duc réplique, dit, il me donne la pièce, je saisis la pièce, C prend B5, fou prend B5, échec. Là, il reste pas beaucoup de possibilités. Le meilleur coup, cavalier BD7, les noirs défendent l'échec, et on voit que Murphy le dit, dans l'ouverture, on sort les pièces, faut les pièces soient actives, et en plus, il faut mettre le roi en sécurité et roquer, et nos tours doivent aller sur des colonnes ouvertes. On voit que maintenant, on a deux forces qui attaquent le cavalier, donc les noirs le protègent en jouant tour D8, et par la suite, que fait les blancs? Et c'est là qu'on voit la force des joueurs. Déjà, Murphy était un joueur tactique, déjà au niveau des combinaisons, était très fort, donc tout de suite, joue tour prend D7, attaque, et par la suite, les noirs répliquent tour prend tour, et comme on voit que la tour est maintenant clouée par le fou, donc ça permet aux blancs d'amener la tour en D1 et rajouter de la pression sur la tour. Les noirs, pour se défendre, comme le cavalier aimerait ça que le cavalier protège la tour, donc joue dame E6, mais immédiatement, Murphy regarde la position et se gêne pas pour jouer fou prend D7. Fou prend la tour en D7, échec. Le cavalier qui est maintenant libéré F6, qui n'est plus cloué, prend le cavalier, prend fou. Et immédiatement, si on commence toujours par tous les échecs possibles, comme on a mentionné au niveau des principes de base, Murphy joue dame B8, échec. Donc, un seul coup possible, c'est jouer cavalier B8. Et vous l'avez trouvé immédiatement. La partie est terminée en 17 coups avec tour D8, échec et mat. Donc, on a vraiment vu les principes de base très rapidement. Murphy développer les pièces, jouer en fonction du centre. Quand vous avez un avantage de développement, donc, gênez-vous pas, vous pouvez sacrifier. Le roi, il est pris au centre. Et par la suite, petite combinaison. Et la partie est terminée avec en 17 coups en plein opéra de Paris. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette leçon et on se revoit un peu plus tard pour une autre série avec un autre champion. Au revoir.